Donc, nous allons commencer avec Pierre-Eugène Sitchet, qui est vocaliste, compositeur, qui est professeur associé à l'Université d'État d'Haïti, qui travaille et qui vit à New York et qui est à Paris depuis quelques temps. Et là aussi, nous avons saisi l'occasion, puisque c'est aussi ça, hein, vous savez, l'IREMUS présente, de permettre à des membres du laboratoire, des doctorants, mais des chercheurs associés ou des chercheurs visiteurs et amis de venir partager leur travail. Et donc, Pierre-Eugène Sitchet va présenter sentiment et éloquence dans le Woka, deux esthétiques musicales inhérentes à l'histoire de la Guadeloupe. Comme il l'expliquera, il s'agit d'un livre. Voilà. Merci beaucoup. Merci de me recevoir ici à l'IREMUS. Tout d'abord, comme vous venez de le dire, je suis là pour une présentation d'ouvrage, de cet ouvrage-ci, Sentiment et éloquence dans le Woka, des esthétiques musicales inhérentes à l'histoire de la Guadeloupe. Pour bien recadrer les choses, il s'agit essentiellement d'un ouvrage qui parle de la voix. Donc, tout ce qui, lorsque je parle de sentiment ou bien de éloquence, c'est en créole. Ce sont deux termes, deux expressions créoles qui sont vraiment associées à la culture de ce pays-là, de l'île de la Guadeloupe en tout cas. Alors, le Woka est né au XVIIe siècle avec l'esclavage transatlantique. Alors, c'est une musique de l'oralité, née avec la déportation des Africains qui ont été mis en esclavage en Guadeloupe, bien entendu, et qui a plusieurs formes. Donc, il y a la forme bouladienne, la forme les roses ou bien coup de tambour et autres. Donc, voilà. Donc, je me suis intéressé, comme je disais tantôt, à la voix essentiellement, dont la pratique bouladienne, comme vous allez le voir dans quelques minutes, est une pratique où on utilise essentiellement les percussions vocales et la voix. Il n'y a pas de tambour, d'accompagnement de tambour. Donc, le bouladier est pratiqué surtout dans les veillées, des soirées de veillées funéraires, c'est ça, oui, voilà. Et le léose est pratiqué dans d'autres cadres, donc c'est des soirées récréatives, pour être bref, enfin, en tout cas, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Alors, ce qui est fascinant ici, c'est comment l'évolution, un terme peut façonner un imaginaire dans un pays, en tout cas. Donc, c'est un terme qui a évolué, qui vient bien entendu le terme sentiment, qui vient du mot sentiment, bien entendu. Donc, voilà. Mais dans l'imaginaire collectif Guadeloupe, ce terme s'est fixé au XVIIIe siècle comme en France, c'est-à-dire que le sens qu'on donnait au mot sentiment en France à cette époque-là signifie ce qu'il est aujourd'hui dans le Woka. Alors, d'autre part aussi, ce que j'aimerais préciser, c'est que c'est un terme polysémique. Lorsqu'on dit sentiment, chanter avec sentiment, c'est comme on dit en anglais, avoir le feeling. Ce sont des notions qui s'associent aux notions de groove, de feeling, de swing, qu'est-ce que ça signifie, et ce sont des critères de jugement esthétique, en fait. Donc voilà, ce sont des critères essentiels vraiment dans ces cultures musicales. Alors, lorsqu'on dit par exemple de quelqu'un qui a le sentiment, ça veut dire il vous émeut, sa façon de chanter vous parle, vous émeut, vous interpelle. Lorsqu'on dit de quelqu'un aussi qui chante selon le sentiment du morceau, ça veut dire qu'il chante selon le style musical, parce que dans le vocal, il faut dire qu'il y a 7 rythmes répertoriés. Donc, il y a le tumblak, il y a le léo, et j'en passe, le panjambel, il y a une variété de rythmes en tout cas. Alors, ce qui est fascinant là, dans cette façon de faire, c'est que lorsqu'on vous dit « Ah, il chante, il faut que tu le chantes selon le sentiment ». De la même manière que lorsque vous chantez une balade, vous ne chantez pas comme si vous chantez du funk ou bien de la salsa. Il y a une façon de chanter. La polysémie du terme m'a interpellé. Pourquoi? Parce que je reste un peu sur le sentiment, parce que, en fait, j'estimais que pour nous, musicologues, quelquefois, les éléments périphériques à la musique parfois ne nous interpellent pas, surtout les musiques de l'oralité. Nous avons comme l'impression que, enfin, je parle pour certaines personnes, pas pour tout le monde non plus, mais dans ce type de musique, surtout, il y a des éléments qui nourrissent le discours musical des musiciens et de celui du porteur de tradition, en l'occurrence. Par exemple, les éléments paraverbaux, vous allez voir, aïe, 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 ha, 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 qui n'ont pas de valeur sémantique en tant que telle, mais qui ont une signification réelle, qui est propre, qui est idiosyncratique. C'est pour ça d'ailleurs que je vais parler très souvent de l'idiosyncrasie comme le théâtre, en fait.
et que le peuple qui appartient à cette culture-là, qui connaît bien cette culture, pourra mieux nous donner des éléments consistants. Voilà. Je vous ai présenté tout à l'heure, par exemple, il y a 2 grands chanteurs que je viens de vous montrer, Robert Loison et Guy Conquête, qui étaient 2 chanteurs emblématiques. Mais la recherche que j'ai menée sur cette musique-ci, c'est vraiment a eu pour cas d'étude la famille Geoffroy. Donc voilà, cette famille ici, avec le père qui était chanteur de bouladiel, de cette pratique vocale de chant de veillée, la mère qui était chanteuse. Aussi, les 2 frères qui sont les plus populaires, en tout cas, qui ont été, tous sont populaires d'ailleurs, mais qui sont décédés, j'allais dire. Lui, Sergio, ça a été vraiment un précurseur. À 17 ans, il chantait déjà des airs extraordinaires, en fait, on va dire. Et Hilaire aussi, pareil. Donc voilà. Donc c'est un peu dans un contexte d'endoculturation que cette musique-là, elle a survécu. En tout cas, donc comme elle était, permettez l'expression, léthargisée à une époque, sinon bannie, dénigrée à une certaine époque, parce qu'il était interdit de jouer le tambour, il y avait des interdictions pour ceux qui ont lu le Code noir. Mais ces personnes ont su préserver au sein de leur famille cette culture musicale, cette pratique du bouladiel, cette pratique du chant, de veillée, essentiellement. Donc, ces personnes font, cette famille ici fait partie de ceux qui ont été vraiment, enfin, je ne dirais pas des précurseurs, mais ceux qui sont des grands porteurs de tradition. Donc, j'ai eu l'occasion personnellement de chanter avec eux, avec pas ceux qui sont là, ils sont déjà morts, de travailler avec cette famille-là, quelques éléments de cette famille-là, d'écrire même des morceaux pour eux. Vous entendrez peut-être un extrait tout à l'heure. Alors là, je vais vous jouer un extrait pour entrer dans le vif un peu une pièce chantée à l'occasion de la veillée d'Hilaire Geoffroy, d'un des frères qui est mort il y a quelques années. Et ce qui est fascinant, c'est que là, il y a ce qui s'appelle une interaction extraordinaire qui va se dessiner dans le public. On va le voir tout de suite. Donc, c'est des questions dans du vocal, du bouladiel, qui est pratiqué essentiellement dans les veillées, en fait. Donc, ce à quoi on assiste ici, on assiste à une forme d'interaction. À un moment, il y aura les jeux de vocal, donc c'est un peu comme une lutte. En fait, c'est des jeux de vocal, mais pas de manière malsaine, mais de manière très, très, on parlait communément fun, quoi, donc plaisant, plutôt agréable à entendre. Les moments de recueillement, ce sont des moments festifs aussi. On célèbre les morts, mais on chante, on danse peut-être pas, mais il y a le corps qui bouge, qui accompagne aussi les cris qu'il y a autour des lancements de voix, pour motiver le chanteur, pour être pour une forme de mise en congruence en fait avec le public qui est là, qui fait partie de l'orchestre aussi. Donc dans ces pratiques musicales, tout s'articule autour du chant, tambour, danse. Quand je dis tambour, ça veut dire le rythme et de la danse. Dans la plupart des cultures afro-descendantes en tout cas. Et en plus, j'ajoute à cela le public, parce que sans public, on ne peut pas jouer. Et ces musiques-là se jouent essentiellement en plein air. Aujourd'hui, on les joue sur des scènes. Voilà. Alors,
Je vais vous montrer quelques figures rythmiques de la Vienne, donc c'est pratique juste pour avoir un aperçu de ce à quoi ça ressemble, en tout cas rythmiquement. Nous allons aussi emboîter, je vais vous donner quelques points, hein, parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. Ça me prendrait 20 heures, je vais prendre le temps de. J'ai 20 minutes. J'ai 20 minutes, voilà. Donc, il me reste encore quelques minutes. Alors, donc, j'ai ressorti ici, je présente tout simplement la compréhension sémantique propre à un outil spécifique, je pense que j'en ai parlé, et le processus psychologique du chanteur de vocal. En fait, c'est une forme d'invite de convoquer les âmes, quelque part. Donc, voilà, c'est dans la pratique quotidienne, dans la pratique de cette musique-là, c'est assez important, quoi. À l'origine, le processus de divination par les esprits de la psychologie est une évocation des âmes des morts dans le but de les apaiser. Au XXe siècle, le terme est également utilisé dans le domaine de la psychologie. L'évocation des âmes des ancêtres est un phénomène récurrent dans l'univers du vocal. La voix des chanteurs est le support de la mémoire des anciens. À travers elle, ils se reconnectent à eux. Au-delà d'un hommage mémoriel, cette reconnexion a aussi pour objet d'apaiser les âmes. Il s'agit d'une sorte de processus de résilience qui invite à un voyage des esprits au moyen des voix. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Je fais aussi un petit parallèle avec le duende dans le flamenco. Entre le duende et le sentiment, c'est quelquefois une analyse comparative parce que c'est quelque chose d'impalpable. On peut nommer le sentiment, mais on ne peut pas le toucher. Le définir, ça prend des heures, ça prendrait des journées, peut-être toute une vie, quasiment. Donc, je donne, c'est tout simplement pour vous donner les grandes lignes, on n'a pas beaucoup de temps, pardonnez-moi. Le rôle de l'intention dans l'interprétation, selon un des chanteurs, d'ailleurs, du vocal, Zagallo Geoffroy, l'esthétique du sentiment véhicule un message. Les textes des chansons sont censés faire sens aux yeux du public. Capter l'attention nécessite de la part de l'interprète une appropriation des stylèmes qui caractérisent le sentiment. Il lui faut respecter un contenu textuel, un rythme, ainsi qu'un ensemble de codes issus d'une tradition musicale héritée de l'histoire du peuple européen. Le concept de sentiment renvoie à ce qui est ressenti, à une sensation sonore éprouvée à la fois par l'interprète et par le public. Le premier émet, sous la forme sensible du son, un message porteur de sens identifié et reconnu par le second. Ce processus de reconnaissance implicite du sens permet de porter un jugement esthétique sur l'œuvre, jugement qui repose sur une comparaison avec un élément déjà connu. En gros, c'est un peu ce que je peux dire, je vais essayer d'aller très vite. Alors, je vais voir maintenant la loquence. La loquence, comme vous pouvez le deviner, ça vient du mot éloquence. Éloquence, et c'est, pour moi, c'est pratiquement pour moi d'ailleurs, c'est l'art de la rhétorique. Ça englobe aussi la puissance vocale du chanteur, la capacité pour le chanteur dans un orchestre formant qui est important dans l'orchestre classique, la possibilité de surpasser, de survoler tous les tambours aussi, tout le monde, de pouvoir chanter très fort, en puissance, d'avoir des nuances, d'avoir des cassures au niveau de la voix, de pouvoir séduire, de captiver l'auditoire grâce à son talent de chanteur. C'est pas une mise en scène, c'est quelque chose de très naturel, entre guillemets, dans la mesure où ça se fait en plein air, toujours, la musique, ce type de musique-là, en tout cas. Alors, ici, je dirais deux mots pour ne pas empiéter sur le temps de mes collègues et amis qui sont là. L'éloquence, entre éloquence et création spontanée. L'éloquence est avec le sentiment l'un des deux critères du jugement esthétique dans le vocal. La rumeur populaire dit qu'un chanteur de vocal est apprécié s'il a une belle éloquence. Du vocaliste qui fait montre de cette qualité artistique, on dira « Ouais, monsieur, ni en belle éloquence ». On pourra aussi le complimenter. Ça veut dire que ce monsieur, il a une belle éloquence. C'est un créole guadeloupéen. Et avec formule « il nie en belle éloquence » ou encore « mis en belle éloquence ». Quelle belle éloquence! Oh là là! Voilà, ça captive l'auditoire, ça parle aux gens. Ce critère esthétique renvoie à une aisance expressive, tant dans la manière de chanter que dans la façon d'énoncer les mots. Aussi, le choix des mots sera aussi très important.
comment on va les véhiculer, quel type de mots on utilise, comment on phrase, comment on accentue. J'ai oublié de vous rappeler aussi qu'il y a deux éléments qui sont fondamentaux d'après mes travaux dans cette pratique vocale, c'est le voisement et la nasalité qui sont des critères esthétiques qui sont très importants dans cette pratique musicale, dans ce type de chant. Pourquoi le voisement? C'est le renforcement des cordes vocales qui vibrent d'une certaine manière. Et même le vibrato, ce n'est pas un vibrato à l'occidental, c'est un vibrato un peu court. Les tenues de notes, les notes ne sont jamais droites dans ces traditions-là. On va pas dire « je vais vous chanter la main, je vais vous chanter ». Il y aura toujours, au niveau des paroles, il y a beaucoup d'apoggiature, de glissandi et autres. Alors, la nasalité, pourquoi la nasalité renforce l'éthos et suscite l'empathie aussi dans ces traditions afro-descendantes, en tout cas, que ce soit dans la country music, comme dirait Aaron Scott, un chercheur à Columbia, à New York. C'est très, très important, quoi, qui interpellent l'auditoire, en gros. Voilà. Je vais envoyer sur autre chose. Bon, mais ouais, on va voir que l'acquisition du sentiment de l'éloquence nécessite de la part de l'apprenant donc une imprégnation forte dans la culture Goka, la fréquentation des porteurs de tradition, la participation à des activités propres à cette musique telles que Léo, éveillés et autres, écoute de tambour, par extension une maîtrise de la langue créole, parce que pour pouvoir improviser dans une langue avec des mots, il faut vraiment avoir une aisance au niveau de la langue, une compréhension, une grammaire musicale certes solide, mais une grammaire tout court de la langue elle-même qui tient la route, qui est au-dessus de la mêlée, on va dire. Alors, étant donné en plus que la langue créole est le seul idiome qui est utilisé dans cette musique-là. Alors, les quelques questions soulevées par la pratique de cette musique hors espace habituel, donc hors plein air, donc sur une scène, comme je disais tout à l'heure. Alors, le risque, est-ce qu'il y a un risque de la perte de l'éloquence? Est-ce qu'il y a une forme d'altération du sentiment? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes sur scène dans ces traditions musicales-là, le chanteur, il ne convoque pas le public, il chante. On sait que c'est lui. Il chante, c'est tout simplement. Il est dans un cercle, il chante. Voilà. Alors que sur les scènes d'aujourd'hui, nos scènes occidentales et autres, nous avons tous tendance, moi qui suis chanteur, à faire « Hey, vous êtes là ce soir? Oui, oui, oui ». Vous convoquez le public. On dirait que vous avez besoin de ce public-là pour vous rassurer quelque part et pour savoir que vous êtes… Il y a une forme de mise en congruence que vous forcez vous-même. Alors que là, la mise en congruence doit être naturelle. Quand je dis naturelle, c'est une façon de parler, mais spontanée, mais pas calculée, préméditée, c'est dire. Alors, la différence d'interaction avec le public et le côté participatif amoindri dans un concert. Est-ce une autre réalité? L'altération du phénomène de mise en résonance, je l'ai dit, empathique, entre musiciens de Goka et aussi entre musiciens et public. La recherche soulève aussi des questionnements liés à la transposition didactique et montre que l'analyse musicologique de l'objet sonore, plus particulièrement dans les musiques traditionnelles, ne saurait se dissocier d'une étude anthropo-cognitive. Le Goka, pratique socioculturelle, porteuse d'un discours de représentation mémorielle, invite à travers l'analyse du sentiment et de l'éloquence à un croisement de sciences, qu'elles soient dures, entre guillemets, ou humaines, pour une meilleure compréhension de ce genre musical. Je vous remercie de…
Merci beaucoup, Pierre-Eugène Sitchet, pour ce voyage matinal comme ça entre l'éloquence et le sentiment en pays, en langue créole. Je salue l'arrivée de Bertrand Poirot qui nous a rejoints depuis tout à l'heure. Y a-t-il des questions dans l'Assemblée? Je crois avoir vu la présence de certains de nos collègues que je salue, et je salue aussi les doctorants et les doctorantes. Je laisse volontiers la parole à la salle si quelqu'un veut intervenir. Alors, si je vais casser et lancer un petit peu la question. J'avais une question un petit peu parallèle, mais vous m'avez proposé, Pierre-Eugène, de vous présenter, et vous le faites d'ailleurs comme vocaliste et compositeur. Et j'aimerais bien connaître un petit peu votre pratique, voilà, ce que vous pratiquez dans ce domaine et les liens qu'il y a avec les sujets que vous nous avez présentés. Plus concrètement. Excellente question. En fait, je suis vocaliste, compositeur et producteur depuis une vingtaine d'années. Je vis à New York. J'ai quitté Paris en 2000, j'avais 21 ans, j'étais à New York pour des raisons familiales, parce que mes parents étaient aux États-Unis, donc je les retrouve. Et je ne suis pas guadeloupéen, je suis d'origine camerounaise. J'ai été passionné par cette musique-là. J'ai découvert cette musique ici à Paris, en fait, par le biais d'un camarade de classe en DEC, musicologie à la fac. Il m'a fait écouter cette musique depuis pour moi, pour moi, ce que je connaissais des Antilles, c'était le zouk et la cuisine. Pardon. Oui. Alors, ce que je connaissais Vous avez une voix, en plus, il faut qu'on l'entende. Dans ce que je connaissais de la Guadeloupe, c'était le zouk et la biguine, en fait. Donc, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de jouer avec certains musiciens antillais, comme la compagnie créole. Donc, j'ai joué avec pas mal de gens, Exile Wong, Gordon Anderson. J'ai travaillé aussi, bien sûr, dans la variété, avec des musiciens de variété française, les habillages télé de France 3, par exemple. C'est moi qui faisais les habillages de France 3, je chantais dessus. Des pubs aussi, vous avez dû m'entendre dans certaines pubs, mais pubs chantées, pas parler, parce que je n'ai pas forcément un bel accent. Donc, et j'étais passionné par, c'est surtout la voix qui m'interpellait. C'est grâce à mon directeur de recherche, le professeur Jean-Marc Chauvel, que j'ai eu envie de focus, de me concentrer essentiellement, de me concentrer sur la voix, parce qu'il estimait que j'avais des choses à dire et puis que je pouvais travailler dessus. Et aussi, j'ai été motivé aussi grâce à une série de documentaires. J'ai été invité par un chanteur extraordinaire, Bobby McFerrin, avec qui j'ai travaillé, qui m'a invité à le rejoindre sur une série de documentaires sur l'instinct musical. Donc voilà, dans les sciences cognitives, vous allez voir que ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est transmission, apprentissage, mémoire et autres, j'en passe, m'interpelle. Et vu mes origines aussi, donc ça me parlait aussi de comprendre un peu beaucoup mieux ma pratique aussi, dans certaines mesures. Et d'ailleurs, je lui ai dit un jour que je chantais différemment depuis que quand j'étais en thèse, j'ai dit je chante différemment maintenant. Il me dit, mais vous avez dit un bon chanteur. Mais je dis non, c'est pas ça, mais je pense à. Il y a des éléments qui reviennent comme ça. Donc, il y a des notions que je n'avais pas forcément, dont je n'avais pas conscience, ou bien qui m'intéressaient pas de prime saut, quoi. Donc, voilà, qui m'ont finalement, qui ont formé un peu, je dirais pas formaté, mais nourri un peu la réflexion que j'ai par rapport à la musique et par rapport à la pratique du chant. J'enseigne justement, bien sûr, l'improvisation. Je travaille essentiellement dans le jazz. Je travaille avec John Scofield, Bobby McFerrin, Ron Carter, Manu Dibango, avec beaucoup de musiciens différents. Donc, j'ai une carrière de musicien, vraiment, de chanteur. Donc. Mais je m'intéresse beaucoup à toute forme de musique. Enfin, je fais certains arrangements de musique classique aussi. Donc, voilà. Et peut-être le rappeler, Pierre-Eugène, en fait, le livre, c'est le vôtre. Oui, c'est le mien. Expliquez-nous, voilà. Alors, ce livre. Vous êtes Gino. Oui, voilà, je suis Gino Simpson, voilà, mon nom d'artiste. J'ai 8 albums à mon actif, donc, qui sont publiés, qui se retrouvent dans toutes les bonnes pharmacies musicales. Voilà, donc on peut trouver ça partout, sur le net essentiellement. Et je suis Gino Simpson. L'ouvrage a été préfacé par un journaliste
franco-guadeloupéen qui s'appelle Bertrand Dical, qui est chroniqueur aussi sur. Voilà, je tenais à tout prix à avoir quelqu'un de la Guadeloupe, comme je ne suis pas guadeloupéen, non, je voulais avoir d'autres personnes qui auraient un regard, pas de chercheurs essentiellement, mais un autre regard sur l'esthétique de cette musique-là. Voilà, donc sur ces deux esthétiques-là, un travail qui n'avait pas encore été fait sur la voix, dans cette musique-là en tout cas, et dont l'ouvrage est sorti aux éditions de La Tour, qui est un éditeur fabuleux que vous connaissez tous, en tout cas, Sentiment et éloquence, deux esthétiques inhérentes à l'histoire de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est un ouvrage c'est une proposition, une contribution, j'allais dire, donc, comme tout ouvrage, donc c'est pas une Bible. Même la Bible, je sais pas. Merci beaucoup, Gino, alias Pyrogène, alias Gino. Voilà. Il fallait clarifier peut-être ça de façon évidente. C'est vrai, j'ai oublié de clarifier ça. En fait, c'est le prolongement de mon nom d'origine. En fait, c'est assez long. Donc voilà, il fallait couper. Voilà. Merci. Y a-t-il des questions? Marc, peut-être? Oui, Marc Évriste. Merci infiniment pour cet exposé si riche, si clair. J'ai une question à propos des interprètes du répertoire et de la méthodologie. Donc, nous avons montré une famille d'interprètes et ce que je voudrais bien comprendre, c'est il y a combien d'interprètes à Guadeloupe de ce style? Est-ce que exclusivement cette famille est le proche ou y a-t-il des centaines? Et en plus, deuxième partie de la question qui est liée au premier, c'est du répertoire. Est-ce que c'est un genre pour lequel on peut demander l'étendue du corpus. Est-ce qu'on peut savoir combien de chansons existent et si les exemples que vous avez que vous nous avez montrés sont typiques, atypiques, etc. Et enfin, la question méthodologique, comment récupérer ce répertoire sur le niveau travail du chant? Merci beaucoup. Alors, pour la première question, s'il y a plusieurs personnes, oui, j'ai présenté comme le temps était imparti, ne me permettait pas de creuser, d'aller plus loin que ça. Oui, il y a une pléiade de personnes qui pratiquent cette musique-là. Le vocal est devenu très populaire, la musique la plus emblématique, la musique la plus emblématique en Guadeloupe, en fait. C'est tout le monde, c'est comme tout le monde, en fait. C'est une espèce de religion, en fait, quelque part, au sens pas religieux, au sens étymologique, en fait. Donc, il y a une connexion assez forte à cette musique-là, une popularité incroyable. La preuve, c'est que c'est une musique qui a été démocratisée dans la mesure où il y a une rue piétonne à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, où tous les samedis, qui est devenu un lieu culte, en fait, où tous les samedis, les gens y jouent. Vous pouvez y arriver, vous passez dans la rue, vous voyez les gens, vous voulez rentrer dans la ronde, vous dansez, on ne vous dérangera pas, vous dérange pas, vous allez jouer, vous allez chanter, vous allez danser. Il y a des musiciens qui jouent régulièrement. Donc, ces familles, ces personnes que je vous ai présentées sont des personnes qui sont des légendes, en fait, plus précisément. Voilà. Ce sont vraiment des vedettes, des gens qui ont écrit l'histoire de cette musique-là d'une certaine manière, qui ont marqué l'histoire de cette musique. Peut-être pas écrit toute l'histoire de la musique, mais j'ai insisté sur cette famille-là. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui est assez, je dirais pas rare, mais qui n'est plus un phénomène qui est plus commun aujourd'hui, parce que c'est une transmission endoculturelle, certes, mais il y a une forme d'homopraxie parentale, parce que les deux parents, s'ils étaient musiciens de Boca, ils ont transmis à tous leurs enfants cet héritage musical de pratique.
bouladienne du chant, en tout cas. Et c'est extraordinaire parce que lorsque vous regardez, vous voyez que ils ont, la préservation de cet héritage est liée aussi à leur propre histoire. Et c'est ça qui m'a fasciné, en fait. Quant au répertoire, combien de chansons existent? Il y a une pléiade de chansons, mais très souvent, les figures mélodiques se ressemblent. Enfin, de proportion gardée. Hein. Donc, les paroles peuvent changer, mais la forme mélodique est un peu similaire très souvent. Donc, oui, il y a des compositeurs, il y en a plein. Il y a Rosan Monza, il y a Max Diacoc, qui sera là ce soir. D'ailleurs, je donne une conférence ce soir à la Maison de l'Amérique latine à 19h, où il y aura des musiciens de Goka qui vont jouer. Malheureusement, je ne pourrais pas les amener là. Il y aurait trop de bruit ici. Donc, et il y a un engouement, quoi. Il y a un engouement. Et savoir combien de morceaux existent, ah oui, ça c'est. Je l'ai fait à l'époque, mais aujourd'hui, je crois que comme ça compte tout le temps, le répertoire est assez dense. Mais beaucoup reprennent les morceaux du passé parce que ça leur rappelle des souvenirs et puis ça donne plus de consistance au discours qu'ils veulent avoir vis-à-vis des plus jeunes aussi, dire que voilà votre héritage. Ils vont parler des histoires qui les concernent aujourd'hui, comme la chlordécone, qui est quelque chose de quand même très, très dramatique en Guadeloupe, dont un ami a composé un morceau là-dessus, d'ailleurs, Rosan Monza, qui est un très grand chanteur de Boca. Mais le répertoire, oui, il y a pas mal de grands compositeurs. Il y a un groupe, par exemple, comme Amtika, qui compose aussi, enfin, qui a un répertoire assez dense. Donc, je dirais que, voilà, l'autre question, c'est comment récupérer, comment trouver ce répertoire? Alors, il y a des albums qui sont sortis, des albums de Boca. D'ailleurs, le titre que je vous ai joué en dernier, c'est un titre dans lequel j'interviens. Je fais juste le bourdon derrière, c'est moi qui le fais, donc, mais je ne chante pas un litre, quand je fais juste les sons derrière. Et donc, il y a un répertoire assez dense, on peut trouver sur Internet, sur place, en Guadeloupe, et puis on peut retrouver aussi dans les FNAC et autres, dans les magasins de disques. En tout cas, le Goka est assez présent en ce moment, et puis il y a comme une forme de mode, quoi. Beaucoup d'Américains s'intéressent à cette musique, c'est ce qui est extraordinaire, ce qui permet d'avoir encore plus de vulgarisation de cette musique, qu'elle soit plus vulgarisée, comme David Murray, comme Kenny Garrett, qui a travaillé avec les musiciens de Boca, les musiciens de jazz essentiellement, comme Rachel Ferrell. Moi aussi, je m'y suis intéressé, même dans mon dernier album, il y a un peu de Bouladiel. Je ne voulais pas que ce soit égocentré non plus, sur les travaux, ce n'est pas le but. Donc, il y a un engouement assez fort pour cette musique, un peu dans le monde. Même les Japonais, il y a les Japonais qui travaillent sur cette musique-là, c'est incroyable. Donc, pas de manière scientifique, certes, mais qui pratiquent, qui veulent pratiquer, ou qui s'associent à ces musiciens de Goka. Et c'est ce qui est fabuleux, quoi. Ça fait que, même si ce n'est pas le Goka originel, pardonnez-moi l'expression, le mot originel, je ne sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas quelle est l'origine véritable d'une forme musicale. Et même ces personnes-là embrassent maintenant, font du Goka jazz, du Goka avec plein de mélanges en tout cas. Et donc, ça, quelque chose qui appelle Goka évolutif. Bon, je ne sais pas si c'est évolutif ce que ça veut dire, mais toujours est-il que ça existe dans la communauté, quoi. Donc, vraiment, c'est une musique qui est très, très populaire en ce moment. Je ne la pratique pas personnellement, mais je l'analyse juste du point de vue scientifique. Mais je m'intéresse, je m'inspire de cette musique-là. J'allais faire un album avec Alain Jean-Marie, pianiste de jazz, qui est ici à Guadeloupe. Paris, pardonnez-moi. C'est un problème de lieu parfois. Donc, ici, à Paris, on a fait un album qui sortira avec un autre chanteur européen, qui est René Geoffroy, dont toujours des collaborations de ce type-là. Ils sont très ouverts. Ce que j'ai constaté d'ailleurs, c'est que les porteurs de tradition sont beaucoup plus, enfin ceux qui connaissent la tradition sont plus ouverts que les plus jeunes qui pratiquent d'autres formes musicales. Ils sont prêts à jouer leur musique dans n'importe quel cadre. Ils sont à l'aise parce qu'ils sont sûrs de ce qu'ils font. Ils ont l'air,
ils projettent ce qu'ils ont à projeter. Ils ne sont pas dans une posture de séducteur, d'impressionneur. Enfin, c'est quelqu'un qui peut impressionner. Oh, voilà. Comme je disais tout à l'heure, par rapport au chant dans une ronde, quand vous chantez dans une BE ou dans une ronde, vous n'attendez pas qu'on vous applaudisse, vous faites ce que vous avez à faire, mais sur scène, vous attendez un peu. Ah, ils ont applaudi à la fin. Ah, ils ont aimé. Vous êtes là. Voilà. Merci. Merci. Merci Pierre-Eugène. Y a-t-il d'autres questions? Je partage ce que Oui. Théodora a écrit. Théodora, sauf si tu veux le dire de vive voix, ton commentaire à propos de la voix de Pierre-Eugène. Non, parce que vous avez dit que vous ne vouliez pas faire début on va parler parce qu'à cause de votre accent. Et en fait, moi, je trouvais qu'au contraire, je l'avais trouvé splendide. Enfin, c'est quelqu'un qui a un petit accent qui le dit. Et voilà, donc j'avais adoré le timbre de votre voix et de votre accent. Donc, je voulais m'inscrire en faux. Voilà. Merci Merci Théodora. beaucoup, Théodora. C'est pour ça que je pense qu'il était important bien de replacer la pratique musicale, artistique de Gino. Oui. Nicolas? Oui, je vous en prie. Oui, bonjour. J'aurais une petite question pour Gino, si c'est possible. Bien sûr. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour votre exposé, le travail qui a l'air très intéressant, qui donne envie à lire. Je suis moi-même musicienne de jazz, donc j'ai trouvé ça très, très intéressant. J'avais une question concernant la pratique du goka dans le contexte traditionnel. Vous disiez qu'il y avait 7 rythmes basiques différents. Est-ce que, de façon traditionnelle, ils sont censés être interprétés dans un certain ordre pour un certain développement avec peut-être des ethos différents à chaque rythme? Oui, sur la question. Vous avez raison. Et, bien sûr, avec des ethos différentes. C'est pour ça qu'au départ, je vous ai parlé de la polysémie du mot sentiment. Alors, lorsqu'on dit, par exemple, le sentiment, chanter selon le sentiment du morceau. Si c'est un grage, le rythme grage, ou bien le rythme les roses, ça fait. On le chante d'une certaine manière. On ne va pas chanter un léo dans un. Ouais, on ne peut pas faire ça. Donc, ça varie. C'est valable pour toute forme musicale, je crois. Je crois que lorsque vous êtes chanteuse, donc ce que vous chantez dans un autre cas, vous chantez une balade, vous n'allez pas chanter de la même manière que si vous chantiez un morceau swing ou bien, comment dirais-je, funk. Vous allez chanter selon le style de musique que vous avez en face de vous et selon le texte qui est dit, d'ailleurs, que vous avez sous la main, qui va vous convenir ou pas, quoi. Selon vos émotions, ça nous renvoie à tout ce qui est, à toutes ces notions d'affect, d'émotion. Tous ces rythmes ne sont pas joués de la même manière, ils sont joués selon le contexte, selon le style. Voilà, le tambour va vous donner déjà un élan, un aperçu de la manière dont vous allez projeter la voix, vous allez agencer les mots aussi, bien entendu. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ouais. Pas exactement, parce qu'en fait, ma question aussi, c'était l'ordre dans lequel on a interprété. Est-ce qu'il faut suivre un certain ordre, un développement? Oui, voilà, très bonne question. En fait, c'est le chanteur qui démarre dans le goka. C'est lui qui lance d'abord. Il commence à chanter. Je n'oserais pas chanter parce que je ne chante pas bien le goka. Et je vais imiter, mais ça peut faire un peu caricatural. Donc, il va commencer à chanter. Et là, les tambouis, lorsqu'il y a des tambours, lorsqu'ils ne sont pas dans le cadre du bouladiel, les tambours vont suivre. Et la question est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'au début de ma recherche, j'étais perdu. En fait, je ne comprenais pas ce qui se passait, comment ils savaient qu'ils allaient jouer tel ou tel rythme. En fait, tout est dans la voix. Le rythme est dans la voix. C'est extraordinaire. La voix vous donne déjà, vous fait savoir que vous êtes en 3 temps, 4 temps, vous allez jouer un grave, vous allez jouer un léos. C'est pour ça que je parle d'imprégnation, d'immersion vraiment profonde dans la culture. J'étais vraiment comme un enfant, hein. Je débarquais, je ne comprenais rien du tout. J'avais tout ce parcours de musicien. Je dis, OK, je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Comment ils font pour faire ça? Donc, il y a un ordre. Donc, dès qu'il a démarré, alors, les tambours, il peut dire à un moment, répondez, levez la voix. Les répondait, dont les chœurs, chantent avec lui, l'accompagnent, comme si responsorial ou antiphonal, souvent aussi. Ils répondent, et puis voilà, et c'est parti.
la musique s'installe, les tambours, le marqueur, le soliste, il fait paf, 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 c'est parti. Donc voilà. Donc il y a des codes qui sont là. C'est pour ça que je m'inscrivais et je m'inscrivais en. Je ne suis pas toujours d'accord avec un très grand chercheur qui dit que dans les musiques africaines, il n'y a pas de code, il faut aller les chercher. Je dis non, l'absence de code, c'est un code pour moi. Parce qu'en fait, lorsqu'on parle de code, le code ne veut pas dire quelque chose d'explicite, forcément. C'est quelque chose qui est là avec vous. Vous voyez le corps du chanteur, par exemple, il est très important, le corps dans ces musiques-là. Vous voyez son corps, comment il bouge. Vous savez que vous allez jouer comme ça. C'est pour ça que j'appelle ça une deuxième partition, en fait. Vous avez la partition devant vous, mais vous voyez, si vous ne le regardez pas, vous êtes à côté, vous n'allez pas pouvoir l'accompagner. Il va vous donner même ses sentiments. Là, comment les inflexions, la voix, le corps, comment il bouge, comment. Merci beaucoup, Pierre-Eugène, et merci, Laïla, pour cette question. J'ai le rôle ingrat de surveiller l'heure, et comme je vous l'ai dit, nous avons une session particulièrement gourmande ce matin avec 4 intervenants. Merci beaucoup, Pierre-Eugène, d'avoir accepté notre invitation à l'occasion de votre passage à Paris. Et puis bon retour à New York, je crois que c'est demain. C'est demain. Donc voilà, donc bon voyage, et puis à très bientôt.